Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire Comment trader les options avec IG Bank. Je suis aujourd'hui accompagné de Maurice Nezri, trader pour compte propre spécialiste options. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu notre plateforme IG Bank, comment on peut traiter les options avec IG Bank, ainsi que des stratégies de trade qui peuvent être intéressantes dans les marchés actuels. Donc avant de commencer ce webinaire, je vais juste prendre quelques instants. Si vous pouvez juste prendre connaissance de cet avertissement, je vais rester dessus quelques secondes pour vous laisser le temps d'en prendre connaissance. Alors très rapidement, donc IG Bank, qui sommes-nous? Donc on est un acteur fortement ancré en Suisse, mais également un acteur global. Donc le groupe IG, ça fait 49 ans qu'il existe. On est présent dans 14 pays à travers le monde, États-Unis, Europe, vraiment un peu partout dans le monde, avec 300 000 clients. On est vraiment un groupe relativement important en termes d'effectifs. Et pour la partie suisse, donc IG Bank a été créé en 2014, régulé licence bancaire FINMA, avec 2 bureaux, donc à Genève, ici, donc rue du Rhône, et également présent à Zurich, à Paradeplatz. Donc ensuite, pourquoi également, quels sont les avantages de notre plateforme de trading pour en parler assez rapidement. Donc on a vraiment un grand choix de valeurs disponibles, 17 000 actifs disponibles avec des plateformes différentes, que ce soit sur mobile, sur ordinateur. On est numéro 1 du trading de CFD dans le monde en termes de volume, avec un service multilingue, donc dans toutes les langues qui sont présentes en Suisse, et également, donc comme on disait, avec l'excellence d'une banque suisse, dans le sens où nous avons la licence bancaire et nous essayons d'avoir le meilleur service possible pour nos clients. Vraiment essayer de faire du 5 étoiles sur notre service. Et en plus de ça, on propose de manière complètement gratuite, sans inscription, sans rien, une plateforme gratuite, éducative, qui s'appelle IG Academy. Ceux qui n'ont pas été dessus, je vous conseille vraiment d'y faire un tour. Ça va du niveau débutant à relativement avancé, et vous allez pouvoir vérifier vos acquis avec des petits quiz qui vous valident des modules. Donc vraiment, je vous conseille, si vous n'avez pas fait le tour là-dessus, ça peut être très intéressant. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Maurice, notre expert indépendant. Donc, je te laisse la parole. Bonjour Thomas. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à vous. Alors, on va passer à peu près 1 heure et demie ensemble. Donc, je vais déjà me présenter et vous dire ce que je fais. Donc, moi, comme vous l'a dit Thomas, je suis trader pour compte propre. Je trade depuis environ, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je trade, mais je me suis plutôt spécialisé dans les marchés dérivés depuis à peu près 9-10 ans. Et au fil du temps, je me suis plutôt spécialisé sur les CFD et sur les options. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, je ne sais pas s'il y a un chat. Je ne sais pas si Thomas, toi, tu as un chat éventuellement. Si tu vois un chat des personnes. J'ai la vue sur le chat, oui. J'ai la vue sur le chat, en effet. D'accord, parfait. Donc, s'il y a des... Alors, en fait, ce webinaire, on va le disposer en 3 parties. La première partie, je vais vous faire ce qu'on appelle une partie théorique. Donc, moi, je ne vois pas les questions que vous me posez, c'est Thomas qui les voit. Donc, Thomas va me les retranscrire. Donc, on va faire une partie théorique dans un premier temps. Je pense que dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi une option, en quoi ça consiste et quel est l'intérêt de cet outil. D'accord ? Dans un deuxième temps, on passera sur la plateforme. Donc, sur la plateforme, je vous montrerai comment on achète, comment on vend une option, quel type d'option on prend, en fonction de quel sous-jacent. Donc ça sera la partie pratique. Et dans un troisième temps, on passera sur une session questions-réponses. Donc si vous avez des questions, s'il y a des points de détail que vous n'avez pas compris, je me ferai un plaisir d'essayer de vous y répondre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On démarre sur le Webi. Définition des options. C'est quoi ces histoires d'options? Allez, on y va. La raison des options. D'abord, pourquoi ça a été créé? À la base, ces options ont été créées pour une couverture sur une rémunération d'une ligne de portefeuille. Si vous avez un portefeuille action et que vous souhaitez le protéger avec une option, on a créé ces outils justement pour protéger ces portefeuilles. Pour que les grands fonds d'investissement, les gestions de fonds puissent se protéger en cas d'événement inconnu ou d'un événement qui n'est pas prévu. On peut en faire aussi de la spéculation. On peut jouer sur une option, l'acheter, la vendre de la manière que l'on veut, comme on le fait sur un CFD. Les options sont cotées sur un marché réglementé ou de gré à gré. D'accord? Donc, il y a un marché, qu'on appelle le marché du monnaie, ou le marché de gré à gré. C'est un peu ce que IG vous propose. Ce sont des options CFD. Ce pas les vraies options, mais c'est les options qui représentent et qui répliquent
à l'identique les options que vous trouvez sur le marché réglementé et qui vous permettent d'être échangées à l'intérieur de la communauté d'IG. On peut associer différents sous-jacents. Donc, une option est dépendante d'un sous-jacent. Il faut bien comprendre qu'une option est un dérivé d'un produit de base. Donc, le sous-jacent, ça peut être plusieurs choses. Vous pouvez avoir un indice, vous pouvez avoir une action, vous pouvez avoir une devise, une matière première, il peut y avoir plein de choses. Et ce que vous jouez à travers l'option, c'est la variation de ce sous-jacent à un prix déterminé à l'avance. Une option, c'est quoi? C'est un droit d'acheter ou de vendre. Donc, j'acquéris, lorsque j'achète une option, un droit, donc c'est un droit, que j'achète le sous-jacent. Donc, je l'achète à un certain prix par rapport à un actif, donc le sous-jacent, à un prix d'exercice déterminé à l'avance. C'est ce qu'on va dénommer le strike. C'est-à-dire que à partir du moment où je dis vous allez avoir un achat d'un sous-jacent, il faut que je détermine à quel prix je vais acheter ce produit. Donc, je vais déterminer un strike pendant une période donnée. C'est-à-dire que l'option en elle-même va avoir un temps d'éligibilité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas éternelle. Elle est déterminée donc par un sous-jacent, elle est déterminée par un prix d'exercice, donc le prix auquel je détermine ce droit à acheter ou à vendre le sous-jacent, et sur un temps donné. Moyennant quoi? Moyennant une prime que je vais payer et qui va dépendre de plusieurs paramètres. Donc, c'est le market maker qui va me proposer ces options et qui va me faire payer une prime par rapport à ce droit que je vais essayer d'acquérir. On définit un call comme étant une option d'achat, donc un fameux droit à acheter, que je peux vendre ou acheter avant son échéance. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de l'échéance de cette option pour pouvoir la revendre. À partir du moment où je l'ai achetée, je peux la revendre à n'importe quel moment. J'en détiens le droit, je peux revendre ce droit à quelqu'un d'autre. Un put est une option de vente, donc un droit de vente que je peux vendre ou acheter avant son échéance de la même manière. Donc, dans un cas, le call détermine une option d'un droit à acheter, un put détermine un droit de vendre ce sous-jacent. Toujours se rappeler qu'on détermine par rapport à un sous-jacent. Donc, ce sous-jacent, il faut le déterminer. On continue. J'achète une option. Donc, je paye une prime. Quand j'achète une option, je paye une prime. D'accord? Cette prime que je paye, c'est la prime que le market maker qui va me fabriquer cette option va me faire payer. La prime représente ma perte potentielle. Je ne peux pas perdre plus. Le gain potentiel est illimité. Ça veut dire quoi? Si j'ai déterminé un droit à acheter un produit ou un sous-jacent à un certain niveau, avant par exemple sa sortie, j'aime bien toujours donner l'exemple, j'adore donner ce petit exemple parce que je trouve que c'est très parlant. Imaginez qu'il y a une nouvelle paire de baskets et que j'ai envie d'acheter cette paire de baskets avant qu'elle ne sorte, je peux aller voir le constructeur de cette paire de baskets et lui dire, bah voilà, moi je suis prêt à t'acheter cette paire de baskets 100 €. D'accord? Et ce droit, je le détermine jusqu'à telle date. Eh bien, au moment de la sortie de cette paire de baskets, si cette paire de baskets, entre l'offre et la demande, cette paire de baskets a énormément pris de la valeur, eh bien moi, je pourrais faire valoir mon droit que j'ai acheté à 100 € et pouvoir le faire valoir sur le marché à 200 ou à 300 €. D'accord? Donc, ça me permet d'acheter quelque chose à l'avance. Donc, c'est pour ça que le gain est illimité parce qu'on ne connaît pas la valeur où la valeur du sous-jacent peut aller. Et je peux revendre mon option donc à tout moment jusqu'à l'échéance. Je ne suis pas obligé d'attendre la fin de la date auquel ce droit expire pour pouvoir le revendre. Je vends une option, j'encaisse une prime. Dans ce cas-là, j'essaye en fait de vendre la prime du market maker. C'est-à-dire que je me place potentiellement à l'envers du market maker et je parie sur l'inverse que le market maker me propose. C'est-à-dire que, imaginez que le market maker me dise, moi je te vends ce call à tel prix, car nous sommes loin encore de l'échéance, et donc je te vends ça, eh bien je peux très bien décider de dire, moi je vais vendre ton option et je vais définir que je vais essayer d'encaisser la prime que tu me proposes. Cette prime, c'est mon gain maximum. D'accord? Dans un cas, je paye une prime pour jouer une tendance sur mon sous-jacent. Dans l'autre cas, je vends la prime pour essayer d'encaisser la prime du market maker. Dans ce cas-là,
mon gain, lorsque je vends une option, mon gain est limité, il n'est plus illimité, mais ma perte, cette fois-ci, devient illimitée à la différence de tout à l'heure. Lorsque j'achète une option, ma perte est limitée à la prime. La prime représente donc mon gain maximum. Il est donc limité. Je peux racheter mon option à tout moment jusqu'à l'échéance. Je ne suis pas obligé d'attendre l'échéance pour racheter ma prime. On verra plus tard, dans les exemples, je vous montrerai comment ça se passe. Donc là, on va rester plutôt théorique. J'essaie de vous expliquer la construction de l'option, comment ça correspond. On continue. Comment je peux investir avec l'option? Je souhaite investir à la hausse sur le sous-jacent. J'achète un call. Donc, je pars du principe que si j'achète un call, j'ai une anticipation de forte hausse au moment où je vais le faire. Car, bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, le call est déterminé par rapport aussi à son échéance. D'accord? On verra plus tard aussi avec la volatilité. Mais dans un premier temps, on va rester simple. Il est déterminé par rapport à une valeur du sous-jacent et aussi une échéance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux très bien avoir acheté mon call, ne pas avoir raison à l'instant T, mais avoir raison après l'échéance. Avoir raison après l'échéance ne m'apportera rien, ne me donnera pas satisfaction et ne me donnera pas de plus-value sur mon option. Car l'échéance étant finie, l'option est KO. On ne peut plus la valoriser par rapport au sous-jacent. Dans notre cas, vendre un put, anticipation d'une hausse modérée, voire d'une stagnation. Si je pense que le sous-jacent ne va pas s'améliorer, ne va pas augmenter, dans ce cas-là, je peux parier contre le market maker et essayer d'encaisser sa prime. Donc, dans un cas, j'achète un call, j'anticipe qu'il va se passer un événement rapide sur le marché. Dans l'autre cas, je vends un put. Donc, si je vends un put, c'est une anticipation baissière. Si je vends le put, je joue contre le market maker et je pense que son pari ne marchera pas. Donc, c'est comme si j'étais à l'achat. C'est-à-dire que je parie sur le fait que le market maker va avoir tort sur son produit baissier. Et donc, en pariant contre un produit baissier, c'est comme si je me mettais acheteur du marché. À la baisse, je souhaite investir à la baisse. Dans ce cas-là, j'achète un put. Et dans ce cas-là, je paye la prime au market maker. Et j'anticipe une forte baisse sur mon sous-jacent derrière. Dans l'autre cas de figure, je peux aussi, pareil, vendre un call. Le call joue en la hausse. Si je joue contre le call, c'est que j'anticipe une baisse. C'est que j'anticipe le fait que la vente de ce call, arrivé à l'échéance, va tomber à zéro. Et donc, moi, si je l'ai vendu à un certain prix, en me le rachetant à zéro, je vais encaisser la différence entre ce que j'ai vendu et le call qui est tombé à zéro. On verra ça plus tard, toujours pareil, dans les exemples. Ne paniquez pas. Ça peut vous paraître un peu confus au démarrage, mais vous verrez, avec la plateforme, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Les CFD sur option, quelle différence pour les acheteurs d'options? La couverture, on l'a vu pour les acheteurs, la couverture correspond à la prime de l'option. Donc la prime que le market maker va me faire payer. Pour les vendeurs, la couverture équivaut à la couverture requise pour un CFD de taille égale sur le marché du sous-jacent. La prime encaissée lors de la clôture de la position. En gros, ce que je vous explique. Pour les acheteurs, votre couverture, c'est la couverture de la prime. C'est-à-dire que vous ne pouvez perdre que la prime. Pour un vendeur, la couverture équivaut à la couverture requise pour un CFD. Ça veut dire que comme vous êtes en perte illimitée, eh bien, votre couverture, c'est les CFD que vous allez mettre en face. Si vous ne mettez pas de CFD en face de la vente de votre option, vous êtes en perte illimitée. Donc, il faut équilibrer votre vente à travers des CFD pour vous couvrir lorsque le scénario se passe mal, lorsque vous décidez d'être contre le market maker. Parce qu'au moment de l'échéance, vous serez obligé de payer, de livrer la somme au market maker. Puisqu'au moment de l'échéance, les paris sont terminés, on va dire. Alors, excuse-moi, Maurice, est-ce qu'on peut juste revenir sur la slide précédente? Alors, une option, elle est basée sur 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle le delta. Le delta, c'est ce qui va mesurer la différence entre le prix de votre sous-jacent et le strike que vous avez choisi. D'accord? Ah, attendez, excusez-moi, je pense qu'on parle et j'ai coupé le micro. Autant pour moi. Tu me parlais, Thomas? Oui, alors désolé, on va juste revenir. Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Excuse-moi parce que j'avais le haut-parleur qui était coupé pour éviter un écho.
Ok, pas de souci. Désolé hein, pour nos auditeurs, s'il y a eu une petite confusion là-dessus. Je voulais juste rapidement revenir sur la slide précédente. Donc c'est vrai que souvent on se pose la question. Là, Maurice nous a donné une très bonne explication de ce que c'était une option. Le CFD sur option, il va y avoir une différence qui est minime, qui va notamment être due au fait du paiement de la prime ou à la réception de la prime. Donc là, on avait vu dans l'exemple théorique que quand on achetait une option, comme quand on va acheter quelque chose, on va payer. Chez IG, on ne va pas payer directement cela. On va simplement devoir avoir de l'argent. Ce qu'on appelle la couverture. Donc, comme expliquait Maurice, il faut simplement, pour une option qui va valoir 10, on ne va pas payer, on va simplement demander d'avoir 10 sur le compte pour avoir la couverture requise pour cette option. Donc ça, c'est relativement simple quand on est acheteur d'options. Par contre, si vous êtes vendeur d'options, comme on a dit, potentiellement votre perte est illimitée, nous, on va vous demander une partie de la couverture requise. Et qu'est-ce que c'est, à quoi elle est égale cette couverture requise? C'est comme si vous aviez pris la même position sur un CFD. Donc en général, ça dépend du levier. C'est le levier, vous pouvez le voir sur notre plateforme. Et en fait, on va demander à ce que le client ait une partie de la position sur laquelle il s'expose, soit sur le compte. C'est ce qu'on appelle la couverture. Et quelque chose qui est très important aussi, parfois on se dit, si je vends une option, je devrais encaisser la prime. La prime n'est pas encaissée au moment où on rentre dans la position, mais en fait au moment où on va sortir de la position. Donc c'est un petit peu spécial. Globalement, ça Maurice nous le montrera très bien, il n'y a pas énormément de différence une fois qu'on a compris comment ça marche, mais c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est pas quelque chose qui est facilement compréhensible au premier abord si on a l'habitude de faire des options traditionnelles. Donc voilà, je Tout te à rends la fait. parole, Non, non, mais tout Maurice. à fait. Tu as bien fait de mettre l'accent dessus sur la couverture. Effectivement, lorsque vous vendez l'option, alors quand on l'achète, effectivement, c'est très facile. Ça correspond à la prime que vous payez. Mais quand vous vendez, eh ben, c'est comme si vous vendiez un CFD. Donc, si vous mettez une seule option, bah, vous vendez un CFD. Si vous en mettez 5, c'est comme si vous aviez vendu 5 CFD. Donc, il faut savoir que sur votre compte que vous aurez, bah, le IG Bank vous prendra en couverture par rapport à ce risque financier 5 CFD si vous achetez 5, si vous vendez 5 options. Et pareil, si vous achetez 5 options, bah, il prendra 5 fois la prime que vous avez payé l'option. Voilà. Allez, on continue, Thomas? Allô? Vas-y, je t'en prie. Ouais, vas-y. On continue. Allez, la valeur de marché d'une option. Donc, comme je vous disais, une option, elle dépend de… Alors là, il n'y a que 2 caractéristiques qui sont marquées à l'écran, mais en réalité, il y en a 3. Le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle le delta. Le delta, c'est ce qui vous permet… Alors, ce delta, il a une valeur qui évolue pour un call entre 0 et 1, et pour un put, il évolue entre -1 et 0. À quoi sert ce delta? Ce delta vous permet de savoir lorsque vos sous-jacents se rapprochent de votre niveau de strike que vous avez déterminé à l'avance. D'accord? Donc, à partir du moment où votre delta arrive à 0,5, on considère que le prix de votre sous-jacent est au prix de votre strike. C'est ce qu'on appelle être à la monnaie. Ça veut dire que votre option est à la monnaie de votre sous-jacent. D'accord? N'oubliez pas qu'on a déterminé un droit d'acheter ou un droit de vendre qui est sur un prix d'exercice qui peut être éloigné. Donc, lorsqu'on dit qu'on est à la monnaie, eh bien, on considère que le prix du sous-jacent est égal à mon prix du strike. Et ainsi, on mesure ça à l'aide du delta. Je ne vais pas vous expliquer ici comment ça se calcule, mais c'est juste pour comprendre le phénomène. Donc, lorsque vous êtes à la monnaie, votre delta est à 0,5. Lorsque vous dépassez 0,5, ça veut dire que vous êtes in the money. Ça veut dire que vous avez dépassé la monnaie. Vous avez dépassé, votre sous-jacent a dépassé le strike. Et plus vous allez vous rapprocher de 1, et plus votre sous-jacent va être éloigné de votre strike au-dessus de votre option. De la même manière, lorsque vous êtes sur un put, bah, au lieu que ça soit 0 et 1, ça sera -1 et 0. D'accord? Plus vous vous rapprochez de 0, c'est l'inverse. Si vous êtes à 0,5, vous êtes à la monnaie pour votre put. Deuxième facteur qui détermine une option, c'est ce qu'on appelle le θ. Le θ, c'est ce qu'on mesure la valeur temps. Donc, quand vous êtes en dehors de la monnaie, quand vous n'êtes pas dans la monnaie, donc quand vous êtes sur un delta qui est inférieur à 0,5, c'est le temps qui joue contre vous. Plus le temps passe, et moins votre scénario a des chances d'être réalisé, et plus la prime de votre option que vous avez payée va se dégrader avec le temps qui passe, jusqu'à arriver à 0 si jamais l'échéance est arrivée et que votre scénario ne s'est pas réalisé. Donc, on va partir du principe, pour faire simple, sans rentrer dans les détails du calcul. Quand vous êtes à
selon l'échéance que vous aurez décidé sur votre option. Imaginez que, alors les options, vous verrez, il y a des options jour, il y a des options semaine, il y a des options mensuelles. Je vous expliquerai où sont les échéances, à quelle date et à quelle heure. On verra ça après dans la plateforme. Mais imaginez que vous êtes sur une option jour. Vous comprenez bien que le facteur temps, lorsqu'il est 9 h du matin et que l'échéance elle est à 17 h 30, il a peu d'impact sur votre option. Cependant, si votre sous-jacent est largement au-dessus de votre strike, votre facteur temps ne va pas jouer. C'est votre facteur delta qui va jouer. Si maintenant, il est 17 h et que vous êtes out of the money, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à la monnaie, vous êtes sur un delta qui est inférieur à 0,5, c'est votre facteur temps qui va jouer énormément. Ça veut dire que même si votre sous-jacent se rapproche de votre strike, vous n'allez pas gagner d'argent. Pourquoi? Parce que le facteur temps va vous bouffer, excusez-moi du terme, va consommer, si vous voulez, toute cette partie que vous aurez pu gagner sur le delta. Pourquoi? Parce que plus vous vous rapprochez de l'échéance, et plus au moment de l'échéance, il faudra faire la différence entre le niveau du strike et le niveau du marché. Arrivé à 17 h 30, le market maker va faire le calcul. Si vous avez choisi un strike de 100, d'accord, et que votre marché est à 120, et que vous avez acheté un call, le market maker va vous payer 20. Si maintenant vous avez choisi un strike de 100 et qu'à l'échéance, votre sous-jacent est à 90, eh ben vous avez perdu la prime que vous avez payée. Si vous l'avez payé 15 ou 20, cette prime, vous perdez cette prime des 20. Et pourtant, vous êtes proche des 100. Mais l'échéance étant tombée, les paris sont terminés sur l'option. OK? Et vous avez un troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la volatilité du marché. Et la volatilité du marché, c'est ce qui va déterminer la sensibilité de votre option par rapport au marché. Plus votre volatilité va être haute, et donc on va être dans un marché de stress, plus le market maker va se couvrir avec une prime importante pour ne pas se faire avoir au moment de l'échéance. Plus votre volatilité est basse, moins le market maker a besoin de se couvrir et donc il va vous proposer une prime beaucoup moins chère. On estime qu'une volatilité haute, c'est en principe au-delà de 15. Une volatilité basse, c'est plutôt entre 12, 13, 14. Voilà. Quand on est entre 12, 13, 14, on considère qu'on est sur une volatilité basse. Lorsque vous dépassez 15, on commence à rentrer dans une volatilité sensible. Allez, on continue, je ne perds pas trop de temps. Exemple pratique des utilisations, de l'utilisation des options. Put, call synthétique ou assurance. Alors, là, jusqu'à maintenant, on a vu que sur les options, on faisait simplement des opérations simples. J'achète un call, je prévois une anticipation rapide de mon sous-jacent à la hausse. J'achète un put, je prévois une anticipation rapide de mon sous-jacent à la baisse. Mais je peux aussi utiliser l'option d'une autre manière. C'est la stratégie qu'on appelle du call synthétique et du put synthétique. C'est ce qu'on appelle, c'est une stratégie croisée en fait entre le contrat ou le futur et une option sur un même sous-jacent. Exemple de put synthétique. Si je prends par exemple comme sous-jacent le CAC 40 et que je veux faire un put synthétique, j'achète un call à un strike bien déterminé en faible volatilité, puisqu'on a vu qu'il fallait être en faible volatilité pour que la prime ne me coûte pas cher, d'accord? Et en face de ce call, je peux vendre le contrat CAC 40. Donc, imaginez que mon call CAC 40, j'ai pris un strike, on va faire simple, hein, je vais parler avec des chiffres ronds, 100, d'accord? Eh bien, je peux vendre le contrat CAC 40 en face à 99 ou à 95, et ainsi, si ça part sur mon contrat CAC 40 à la baisse, je vais être gagnant sur ma vente de contrat, mais mon call, lui, il va se déprécier. Dans cette solution-là, dans ce genre de stratégie, on ne joue pas ça pour gagner sur le call. On joue cette stratégie pour gagner sur la vente du contrat. D'accord? Le call, il est là pour nous protéger. Si jamais je vends le contrat CAC à 99, mais que le marché monte à 110, 120, je suis perdant sur ma vente de contrat
de 20 points, 21 points si on monte à 120, mais je suis gagnant sur mon call qui, lui, va encaisser ces 20 points, plus minoré de la prime que j'aurais payée, bien entendu. Mais je vais protéger ma vente. L'avantage de cette stratégie, c'est que ça vous permet de pouvoir travailler sur une zone de vente ou d'achat, on verra tout à l'heure avec le call synthétique, sans avoir à mettre de stop jusqu'à l'échéance de votre contrat. Bien souvent, le problème, c'est que lorsque vous vendez un contrat ou lorsque vous achetez un contrat, c'est logique, vous voulez vous protéger, vous mettez un stop par rapport à cette position. Là, dans ce cas de figure, votre stop, il est automatique. C'est votre option call qui va vous hedger par rapport à votre perte éventuelle. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous ne mettez pas de stop. Donc, si vous êtes touché au stop, vous n'êtes toujours pas stoppé dans votre position. Vous êtes hedgé sur votre perte. Plus vous allez vendre proche du strike du call CAC 40, plus votre protection va être importante. Plus vous vendez éloigné du strike du call CAC 40, moins votre protection va être importante, ce qui paraît logique. Mais surtout, ça vous permet d'être toujours dans votre plan. Si vous pensez que votre plan, même si on a dépassé votre zone de vente, mais que vous pensez que votre plan il va marcher, ça vous permet toujours d'être dans votre plan, au moins jusqu'à l'échéance du contrat du call. C'est pareil donc pour un call synthétique, c'est le même principe. Au lieu cette fois-ci d'acheter un call, je vais acheter un put en faible volatilité et en face de mon put, je vais acheter un contrat CAC 40. Ainsi, si j'ai tort et que le marché baisse, je serai protégé par le put CAC 40 qui, lui, se valorise si le CAC 40 baisse. Et si j'ai raison, dans ce cas-là, je serai rémunéré par l'achat de mes contrats CAC 40 et je perdrai ce que j'ai investi sur l'achat de put. En fait, c'est une sorte d'assurance par rapport à votre plan. On continue. Pourquoi faire un call ou un put synthétique? Quel est le contexte? Donc, dans quel contexte je peux mettre en place ce genre de stratégie? On met en place souvent ce genre de stratégie lorsque le marché est haussier, mais laborieusement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que je suis arrivé sur une zone de support et je ne pense pas que le marché va tomber beaucoup plus bas. Donc, j'ai envie d'acheter le marché et je me dis, le marché, il peut risquer de tomber, mais j'aimerais bien payer cette zone en étant protégé et ne pas me soucier que si j'ai des fluctuations hausse-baisse, et que j'ai un peu peur par rapport à ma position, je vais acheter un put. Et comme ça, je vais me protéger. Et je vais pouvoir profiter à partir de ce niveau de faire des allers-retours. Donc, le marché est haussier, mais laborieusement, et peut-être sur un top au moins temporaire. Donc, par exemple, dans le cas où c'est une vente en face, j'imagine que je suis sur un sommet de marché, je recherche une vente en zone haute. La volatilité est faible, il n'y a pas de peur. Donc, je peux fabriquer ce call synthétique. D'accord? Le put synthétique est à monter donc en basse volatilité dans un marché haussier et hésitant lorsque l'on pense qu'il y aura des retracements. Si je pense que le marché va bloquer à 100, j'achète mon call à 100, le marché bloque sur 100, je vends le contrat en face à 100, le marché tombe à 90, j'encaisse 10 points, le marché remonte à 100, je réitère mon opération. Il retombe à 90, etc., etc., etc. Et je peux accumuler des écarts face au niveau où je suis protégé par rapport à mon call. D'accord? C'est donc bien une stratégie adaptée lorsqu'on pense que le marché est arrivé sur un top de marché. Construire un put synthétique consiste à acheter un call et à vendre le contrat en face ou le lot futur. C'est la même chose à l'inverse. Conséquence, mon risque est fermé et connu à l'avance. Donc, j'ai mon call qui me protège ou j'ai mon put si j'achète qui me protège. Acheter une option en face d'une position future inverse permet de diminuer la pression psychologique des opérateurs. Je n'ai pas le stress du stop. Je sais que j'ai mon option qui va me protéger. Cela permet de travailler avec une plus grande sérénité, accumuler de l'expérience sans stress pour un débutant. Une moindre réactivité sera nécessaire puisque je sais que je suis protégé par mon option. Chacun pourra accumuler tranquillement de l'expérience. Je trade sur un marché hésitant qui retrace, ce qui me permet d'accumuler des écarts. Le but, donc, c'est de travailler justement ces écarts de prix face à mon call ou face à mon put sur les contrats et sur une partie de la position dans un but de profiter des retracements sur une tendance haussière sans vitesse. Donc, une tendance haussière qui commence à freiner ou sur un marché hésitant, haussier laborieusement. Un solde est conservé pour trader un éventuel repli plus marqué. Imaginez que j'ai mon call à 100,
je vends en face de mon call à 99, le marché tombe à 90, je peux encaisser 9 points, mon call se déprécie, c'est pas grave, il est juste là pour me protéger, je ne suis pas obligé de sortir la totalité de ma position. Je peux sortir la moitié de ma position à 90 et me dire, si le marché remonte à 100, eh bien, je reprendrai cette moitié de position pour refabriquer un écart de prix. Et si le marché tombe sous 90, eh bien, c'est tout bénéfice. Sur mon contrat que j'aurais vendu, je vais encaisser du gain. Valeur du put synthétique, c'est le coût de votre risque, donc la prime, c'est la prime que vous allez payer de votre call, plus l'écart de niveau que vous allez faire sur les contrats en face de votre call. Allez, on continue, je ne veux pas perdre trop de temps, il est déjà 18h30. Les avantages, je travaille en ayant une maîtrise de mon risque, je profite des plages horaires des contrats qui peut être plus grande que sur les options listées. En effet, sur IG Market, vous avez des options qui cotent pratiquement H24. Il y a juste une petite latence sur les échéances de contrat. Vous prenez des échéances hebdomadaires, mensuelles, eh bien ces échéances cotent H24 d'échéance en échéance. Pour des options jour, c'est quasi H24. Les options jour s'arrêtent par exemple à 17h30 et elles reprennent autour de 18h, 18h15. Ça dépend, c'est pas sur tous les sous-jacents. On le verra tout à l'heure dans la plateforme. Certaines options listées ne cotent que de 9h à 17h30. Par exemple, le CAC 40, vous n'avez pas une cotation en continu sur les options, à la différence du DAX où vous avez une cotation en continu sur les options. Le Dow Jones, pareil, vous avez une cotation en continu. L'avantage avec les CFD sur options proposées par IG, par exemple, sur le contrat CAC 40, la cotation est en continu, ce qui me permet de travailler les CFD sur options durant toute la période de cotation du sous-jacent futur. En effet, le sous-jacent futur, on sait qu'il cote de 22 heures, par exemple, sur le DAX, il s'arrête à 22 heures, il reprend à 1h15, eh bien, même si, par exemple, j'ai une position swing, une position qui dure dans le temps, eh bien, ça me permet toujours d'être protégé par rapport à mon option pratiquement H24 et d'éviter les gaps que je peux avoir d'un jour sur l'autre, puisque j'ai ma protection de mon option. On continue. Deuxième partie, exemple sur la plateforme. On est arrivé au moment de la plateforme. Bon, voilà, je vous le montre un petit peu. IG, je ne sais pas, Thomas, si tu veux reprendre la parole. Oui, très rapidement, peut-être avant de, en effet, passer sur la plateforme. Donc nous, on est assez présent sur pas mal de plateformes, hein, que ce soit Twitter, Facebook, voilà, les réseaux sociaux assez classiques. Encore une fois, moi, je vous conseille vraiment. Donc on fait également de l'actualité de trading, des news, des articles. Je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas jeté un coup d'œil, de passer sur IG Academy. Ça va être assez varié ce qu'on propose. Ça va aussi recouper certaines choses que dit Maurice actuellement, si peut-être c'est un petit peu flou pour vous, peut-être que ça va vous donner plus de clarté sur des grands concepts de marché. Donc ça peut être assez intéressant. Et je pense, Maurice, ouais, qu'on peut passer maintenant à la plateforme. Voilà, je pense que ça va vous parler un peu plus. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant. Donc voilà la plateforme, comment elle se présente. Alors, ça va mieux vous parler, la partie théorique va vous paraître plus claire. Donc, ici sur la plateforme, sur le côté, donc, alors sachez déjà, chose très importante, ne vous lancez pas sur les options dès le départ sur votre compte. Commencez avec un compte de démo. Vous avez la chance que IG peut vous proposer des comptes de démo pour vous entraîner. Donc, ce webinaire va vous permettre de vous initier aux options, mais ne vous lancez pas dès le départ dans les options. Deuxième recommandation, utilisez, si vous êtes débutant sur les options, dans un premier temps, les options à l'achat. Évitez de les vendre dans un premier temps. Essayez de comprendre d'abord le mécanisme des options à l'achat. Et quand vous aurez bien maîtrisé ce mécanisme-là, alors vous pourrez passer à la vente. Allez, on passe sur la plateforme. Indice. Donc, je me mets dans la colonne de gauche et je tape indice. Ici, c'est les indices. Forex pour la plateforme, crypto-monnaie, actions, matières premières, taux, ETF. Et c'est là que ça nous intéresse, options. Dans la rubrique options, vous avez les différents sous-jacents proposés. Donc, vous avez le sous-jacent indice, qui sont regroupés par famille, hein, sous-jacent actions, sous-jacent forex, sous-jacent matières premières. Moi, essentiellement, je trade les options indice. Donc, je vais cocher indice. Donc, cette option indice me montre tous les sous-jacents, tous les instruments auxquels je peux bénéficier une option. Donc, par exemple, je peux prendre comme sous-jacent le DAX,
je peux prendre comme sous-jacent le Nasdaq, je peux prendre comme sous-jacent le Dow Jones, le SP500, le CAC 40, le FTSE, le Nikkei et même les indices de volatilité et l'Eurostoxx, Hong Kong. Enfin bref, vous voyez qu'on est assez riche en termes de sous-jacents. Bon, pour ma part, je trade essentiellement Dow Jones, CAC, DAX, Dow Jones. Voilà. Donc, les exemples que je vais essayer de vous montrer, c'est essentiellement sur Dow Jones et DAX. Donc, on va passer par exemple sur le DAX. Donc, je choisis. Alors, non, avant de choisir mon sous-jacent, je dois choisir une échéance. Donc là, par exemple, sur le DAX, on me propose une échéance journalière, une échéance semaine, une échéance mensuelle. D'accord? Les échéances, ça fonctionne comme ça. Les échéances en mensuel, c'est les 3e vendredis de chaque mois. Donc c'est simple, vous prenez un calendrier. En mensuel, vos échéances, vous prenez le 3e vendredi du mois et c'est la journée d'échéance des contrats. D'accord? Que ce soit pour les US ou que ce soit pour l'Europe. D'accord? Les échéances semaines, c'est tous les vendredis jusqu'à la clôture du sous-jacent en cash. Attention, je le répète, le sous-jacent qui est pris par rapport à votre option, c'est déterminé par rapport à la clôture du cash de votre sous-jacent. Il n'est pas déterminé par rapport à la clôture du futur. Vous savez que le cash, par exemple, sur le DAX, c'est de 9h à 17h30. Et le fixing à 17h30, clôture cash 17h35. Donc, c'est sur la clôture cash à 17h35 que le market maker vous fera la différence du prix pour valoriser votre option. D'accord? Et en journalier, eh bien, c'est le soir à 17h30. Donc, si ici j'ai choisi indice, je choisis le DAX. Imaginez que je suis sur une option journalière, donc qui va finir à 17h30. Donc là, il est 18h30. Eh bien, ces options seront pour demain. D'accord? C'est-à-dire que là, vous avez sur le tableau que je viens de vous afficher l'ensemble des options qui prendront échéance jusqu'à demain, 17h30. Donc, comment se lit ce tableau? Au centre, vous avez ce qu'on voit, c'est le strike. Donc, c'est ce que vous proposent les strikes du market maker. Vous voyez que nous sommes en échéance jour, donc demain, 17h30. Les strikes sont proposés de 10 en 10, et dès que vous vous éloignez de la monnaie, vous passez de 20 en 20. Et plus vous vous éloignez de la monnaie, plus les strikes vont s'éloigner. Donc, plus vous êtes proche de la monnaie, c'est-à-dire que là, mon DAX, à l'instant où je vous parle, il cote ça là-haut. Vous voyez le prix que vous voyez là-haut? C'est la cotation de mon DAX. Il cote 15 180. Donc, les options à la monnaie, call et put, vous avez une ligne qui vous représente les strikes à la monnaie. Ils sont là, 15 180. D'accord? Bon. Donc, à droite, j'ai la colonne des puts, donc les options, les droits à vendre, les options de vente sur les strikes déterminés à l'avance. Donc, on a nos strikes qui sont là et on a nos options de vente qui sont là. Et là, on a nos options d'achat, les calls. Donc, évidemment, sur les puts, vous avez le prix de vente du put et le prix d'achat du put. Sur le call, vous avez le prix d'achat du call et le prix de vente du call. On est d'accord, comme un CFD. Vous achetez le DAX, vous avez un prix de vente et un prix d'achat. Là, c'est exactement pareil. Sur les options de vente, vous avez un prix de vente, un prix d'achat. Sur les options d'achat, vous avez un prix de vente, un prix d'achat. Très bien. Donc, par exemple, donc là, imaginez, donc attendez, je vais fermer ça, parce que maintenant je vais revenir à ça. Donc là, je retrouve mon tableau, d'accord? Je vais me mettre donc sur les options CAC. Donc, regardez, je vous montre un exemple. Actuellement, le DAX cote 15 180. Votre DAX, là, à la monnaie, 15 170. On est sur une échelle, voilà, 15 180. Vous voyez, ça a bougé. Donc, ça bouge. Hein. Donc, imaginez que je pense que le DAX va monter d'ici demain. Donc, je vais m'intéresser à un call, puisque le call se valorise si le marché monte. L'achat de mon call à l'instant T sur le strike 180 est proposé à 45 par le market maker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prime que je paye pour cette option d'achat est de 45 points.
Ça veut dire que l'échéance de cette option finit demain à 17h30. Si je veux gagner de l'argent sur mon call, on est d'accord qu'il faut que le sous-jacent, en l'occurrence le DAX, soit à 180 plus la prime que je paye. Donc, si cette prime est à 45, par exemple, là, bon, ça bouge, hein, donc je vais la fixer, 45, ça veut dire que je commence à gagner de l'argent si le DAX passe à 15 225. Donc, comme je n'ai pas le chat, j'espère que vous me suivez. Hein. Tu m'arrêtes, hein, Thomas, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre, parce que là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Oui, je pense que c'est bon, on fera les questions sur la fin, mais là, je pense que tu peux continuer. Ouais. OK, donc ça veut dire que là, si j'achète le call maintenant, je dois penser que mon marché va monter au-dessus de 225 et ce, bien avant 17h30. Donc, il faut que dans mon plan de trading que j'ai préparé auparavant, je sois conscient de ce fait. Imaginez que je fasse la même opération, mais sur une option semaine, donc qui finit vendredi à 17h30. Alors là, comme on est sur la semaine, les pas de strike vont de 50 en 50. D'accord? Donc, si on est au plus proche de la monnaie, on va dire qu'on est sur du 15 150. La prime qu'on me propose pour acheter un call est de 86 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que je gagne de l'argent, il faut que avant vendredi 17h30, le marché soit au-dessus de 15 150 plus 85 points, soit 15 235. Si le marché vendredi est à 15 235 tout rond ou en dessous, mon option que j'ai payée 85, elle vaudra 0. J'aurais perdu la prime. Et c'est le market maker qui aura encaissé cette prime. Si je monte encore dans les échéances et que je passe sur l'échéance de novembre, qui est la semaine prochaine, qui est donc vendredi prochain, donc c'est-à-dire pratiquement, il y a, en calendaire, on a pratiquement 9 jours. On a pratiquement 9 jours. Vous voyez que la prime, elle augmente encore. Plus il y a du temps par rapport à l'échéance, et plus la prime que va me faire payer le market maker va être importante. Si je passe sur du décembre, encore plus loin, vous allez voir, il va me faire payer sur un strike le plus proche de la monnaie, il va me faire payer encore plus cher. D'accord? Donc, je reviens à mes options journalières. D'accord? Donc, à mes options journalières, là, si je paye, j'ai 47 de prime. Comment j'achète l'option? C'est très simple. Je clique sur le call. Ici. Ici, j'ai une fenêtre d'ordre qui s'ouvre. D'accord? À ce moment-là, je détermine le nombre d'options que je désire acheter. Si je désire acheter une option, là, le call, il va me coûter… Alors, attends, parce que là, il y a un problème. Là, je suis à 5 € du point. Donc, je ne suis pas dans les bonnes options que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer à 1 € du point. On ne les a pas, Thomas? Alors non, là, ce sera du 5 € du point. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc, on est sur 5 € du point, les gars. Donc, mais je crois que de toute façon, sur les comptes réels, il n'y a pas 5 € du point, il me semble, Thomas. Hein. On peut commencer à partir. Tu peux réduire ta taille de contrat pour avoir du 1 € le point. Au lieu d'en mettre 1, tu peux en mettre 0,5, ce genre de choses. Tu peux réduire la taille du contrat. Exactement. On peut commencer, je crois, à partir de 0,1 ou 0,2, je crois, il me semble. Bon, là, sur le compte démo, en l'occurrence, on vous propose à 5 € du point sur l'option. D'accord? Bon. Donc, imaginez que j'achète une option. D'accord? À 46, à 5, un contrat égale 5 € du point, j'en achète une. La couverture qui va m'être demandée par IG, c'est 5 fois 47. D'accord? Et ça fait 231 €. Donc, c'est la couverture que le marché va me demander si j'achète l'option. Donc, à ce moment-là, si je décide de le faire, j'ai juste à placer un ordre. Je place un ordre, hop, et il y a un spread de 4 points. C'est comme ça que se rémunère IG. Mais vous avez un droit à acheter qui peut très bien se valoriser. Imaginez que le marché se mette à remonter fortement, eh bien, votre option, elle va se valoriser. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous placez l'ordre, hop, et votre ordre apparaît ici dans votre position. Si je considère que ça ne me convient pas
et que je veux sortir de la position, j'ai juste à cliquer sur clôturer. Alors, on ne le voit pas bien parce que je n'ai pas agrandi la fenêtre, mais j'ai juste à cliquer ici dans la position sur clôturer et mon option est clôturée. Voilà, terminé. D'accord? Ça, c'est pour le côté pratique. C'est comment on va utiliser pour acheter un call. Pour un put, c'est exactement la même chose. Vous décidez d'acheter un put, vous mettez le nombre de contrats que vous voulez, vous mettez à 1 et vous achetez votre option. De la même manière. Donc, à partir où vous achetez votre option, votre risque maximum, il est sur les 43 points fois les 5 euros. Vous ne pouvez pas perdre plus. D'accord? Votre risque, c'est uniquement votre prime. OK? Bon. Maintenant, je vais vous montrer des exemples. On va passer sur le graphique et on va regarder comment évolue l'option. C'est ça qui est important, je pense, et c'est ça qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais réduire un peu ma fenêtre et je vais augmenter les autres fenêtres. Voilà. Hop. On va essayer de passer sur quelque chose de plus concret et de voir de quelle manière on peut utiliser les options. Donc, je suis toujours sur mon CAC. D'accord? Je vais me mettre sur… Voilà. On va essayer de raisonner à la journée parce que je trouve que la journée, c'est extrêmement parlant. Donc, je vous montre. Ça, c'est la variation de mon CAC pour aujourd'hui en unité de temps, 15 minutes. D'accord? Si je me place à partir de l'open cash, c'est-à-dire à partir de 9 heures. D'accord? On se place par exemple ici à 9 heures. Auparavant, je vais créer des zones d'intervention de mon option. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me dire, par rapport à mon analyse graphique, donc je repasse, excusez-moi, en journalier par exemple. Attendez, je me remets en jour. Hop, c'est ici. Voilà. Donc je me remets en jour et regardez, je vous montre quelque chose. Aujourd'hui, je vais supposer que si le marché, imaginez que ce soit mon plan, hein, voilà. Après, chacun détermine son plan comme il l'entend. Je suis sur une option journalière, donc avec une échéance qui est demain à 17h30. Imaginez que mon plan, donc imaginez qu'on ne voit pas cette bougie, hein, d'accord? Ça, c'est la bougie d'aujourd'hui, imaginez qu'on ne la voit pas. Je détermine mon plan en me disant que si on casse les plus hauts de la veille, eh bien, je vais supposer que la tendance précédente qui est là va être relancée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je casse les plus hauts d'ici, eh bien, je vais penser que le marché va accélérer à la hausse. Et à contrario, si on casse les plus bas d'ici, je vais penser que le marché va accélérer à la baisse. D'accord? Donc ça, c'est mon plan de base, journalier, que je définis par rapport à ce que je vois en journalier. Comment je peux exploiter cette situation? Alors, je reviens donc à mon DAX et je note le plus haut d'hier. Le plus haut d'hier, c'est 193. Le plus bas d'hier, c'est 15 070. D'accord. Donc, je vais me dire, en fonction de l'open cash du jour, donc à 9 heures, je vais me replacer donc en 15 minutes. J'y vais doucement hein, pour que vous compreniez. Hein. Je me place à 9 heures. Ouverture du marché cash, c'est là où les arbitrages se font le plus. D'accord? C'est là où les carnets d'ordre, où les vrais intervenants agissent sur le marché. Donc, j'ai repéré mon niveau qui est à 15 192. On va se faire plaisir. On va se mettre une petite ligne. On va se mettre une ligne horizontale sur les plus hauts d'hier. Voilà. Donc, je sais que si cette ligne qui est là, est-ce que je peux la grossir? Je pense que oui. Voilà. On va se la grossir. Hop. Appliquer. Allez. Voilà. Donc, je sais que là, si le marché casse ce niveau-là, je risque d'avoir une accélération. Pourquoi? Parce que je casse les plus hauts de la veille, qu'on revoit ici, représentés ici. Très bien. Le marché ouvre à 9 heures. À 9 heures, nous sommes là. Et je vois que dans un premier temps, le marché monte. Il part à 140. Je n'ai pas acheté d'option. Le marché me fait un retracement. Donc, mon open cash, si vous voulez, si je regarde mon open cash, je remarque, donc je vais tracer par exemple mon open cash qui est ici.
D'accord? Mon open est là, à 9 heures. Le marché monte. Je n'ai pas pris d'option. Je veux d'abord voir ce que vaut le marché, quelles sont les forces en présence. Le marché monte, puis retrace délicatement. Il revient sur mon open cash. On retombe tout doucement. Je m'aperçois qu'arrivé sur mon open cash, le marché a du mal à casser mon open cash. D'accord? Le prix d'ouverture du marché à 9 heures. Je peux me dire que peut-être ce niveau qui a été défendu par des acheteurs à 9 heures peut être redéfendu une nouvelle fois à ce moment-là. Donc à ce moment-là, on va dire qu'il est entre 10h30 et 10h45. Et je me dis, j'ai deux solutions. Première solution, j'achète le DAX. Donc si j'achète le DAX, je le paye par exemple 15 090 et je vais me mettre un stop peut-être sur cette zone-là. Problème, c'est que si j'achète là et qu'il y a une mèche basse qui se produit et qu'elle vient chercher mon stop, j'aurais perdu ma position. Deuxième solution qui s'offre à moi, acheter un call. Donc je vais aller sur les calls et je vais me dire, je vais essayer d'acheter un call au plus proche de la cassure des plus hauts de la veille, de manière à ce que ça ne me coûte pas trop cher en termes de prime. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes encore à 7h30, 7h30, voire presque 8h de l'échéance journalière, et donc le market maker va me faire payer une prime relativement chère pour avoir ce droit à acheter. Très bien. Donc là, en fait, je vous donne l'exemple de ce que j'ai fait en live, parce que bon, j'ai aussi une salle live avec qui j'explique des choses. Et comme la chose s'est passée aujourd'hui, donc c'était l'exemple type pour pouvoir vous le montrer. Et donc, on a décidé d'acheter un call sous les plus hauts de la veille. Donc, le call qu'on a acheté, c'est le call 170. Le voilà, je vais vous le montrer. Il est là, échéance jour. Le voilà. Hop, attendez, je vais lui mettre son graphique et je vais vous l'afficher. Hop, voilà, call 170, voilà son graphique. On va regarder la variation du call. C'est ça qui m'intéresse. Attendez, je referme juste ça pour pas que ça nous embête. Voilà. Et regardez, ce que je vais faire même mieux que ça, c'est que je vais juxtaposer les deux graphes. Comme ça, vous allez encore mieux voir comment ça a évolué. Ah zut, attendez, excusez-moi. Hop, voilà, et voilà. Voilà. Et je vais me mettre dans des unités de temps égales. Voilà, on y est. Donc, je reprends mon exemple. Je me place sur l'option aux alentours de... Attendez, je vais l'agrandir un petit peu, comme ça on va encore mieux le voir, et ça sera même mieux. Voilà. Donc, je me place sur l'option call 15 170, échéance. Alors là, ce n'est pas 9 novembre, mais comme j'ai l'historique du call, donc imaginez que c'est l'échéance d'aujourd'hui, 17h30. Je me place à l'horaire qui est ici. Donc ici, nous étions entre 10h30 et 11h15, phase dans laquelle en 15 minutes, le marché a latéralisé sur mon open cash, phase sur laquelle je suppose que le marché a des chances de rebondir. Donc je reprends la valeur du call aux alentours de cette période. Qu'est-ce que je vois? Je vois que mon call, il cote aux alentours de, voilà, son spread, il est autour des 15, d'accord? Donc, il cotait à peu près entre 10 et 14. Voilà. Moi, par exemple, aujourd'hui, je l'ai acheté à 13 et quelques. On l'a payé aux alentours de 13. Voilà. Et donc, j'achète une option à 11h15 qui me dit que si le marché monte au-dessus de 170, il va se passer que mon option, elle va s'apprécier. Regardez, quand le marché s'est mis à monter en prenant support sur l'open cash, on monte, on monte, on monte, on monte. Qu'est-ce que fait mon option pendant ce temps? Elle passe de 15, elle monte 21, 26, 36, 40. Donc, réalisez, vous avez acheté un produit aux alentours de 15 qui, pratiquement 15, 30, 45, 1 heure après, mon marché est monté proche de ma monnaie. Il n'est pas encore à la monnaie.
vous voyez que le DAX est encore à 15 150. On est encore en dessous des fameux 170 sur lequel mon niveau d'appréciation de l'option va se faire. Et pourtant, mon option, elle cote 40. Pourquoi elle cote 40? Parce qu'il n'est pas 17h30. Si il était 17h30, mon option n'aurait jamais pris autant de valeur. Elle prend de la valeur parce qu'on est encore loin de l'échéance. Donc, si vous voulez, mon option se valorise. Deux choix s'imposent à moi. Est-ce que je pense que le marché va continuer de monter ou est-ce que je pense que le marché va s'arrêter? Donc, vous voyez, regardez, à partir de 12h15, si je me replace ici, le marché a rebaissé, mon option a rebaissé. D'accord? Donc, à ce moment-là, si votre option elle est à 46 ou 45 et que vous l'avez acheté 12, 13, 14, 15, vous pouvez très bien dire au market maker, j'arrête là, je ne pense pas que le marché va accélérer jusqu'au plus haut de la veille, je voudrais encaisser mon argent. Vous pouvez sortir votre option. Deuxième solution, vous pouvez très bien dire, je sors la moitié de ma position. Ça veut dire que si j'ai payé 15 et que je sors à 45, j'ai une plus-value de 30 points, je ne sors que la moitié de ma position, donc j'ai encaissé 15 points, et ainsi, mon option est gratuite. Puisque je l'ai payé 15, il me reste une moitié de position, et cette position va être financée par les 15 points que je viens d'encaisser. Donc, par exemple, vous sortez la moitié de la position. Et vous vous dites, ben moi, je vais jouer le pari que le marché va continuer d'accélérer. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre option, votre marché, vous avez raison dans votre analyse, il vient chercher les plus hauts de la veille, il accélère au-dessus des plus hauts de la veille, votre option, c'est tout bénéfice, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Regardez jusqu'où vous êtes allé. Votre option est passée de 15 168 sur le point culminant du DAX. Ça veut dire que vous avez réalisé sur une moitié de position, si vous avez sorti la moitié ici parce que vous avez peur que le marché allait retomber, vous avez réalisé un gain de 10 fois la moitié de votre position. Donc, si vous êtes rentré, pour vous parler en argent, vous êtes rentré à 5 € le point, d'accord? Il vous reste 2,50 € le point, d'accord? Vous réalisez 2,50 € fois 10, 25 €. Vous voyez le truc? Donc, l'avantage, c'est que ça vous a permis de jouer la variation du marché en n'ayant risqué que 15 points. Ça veut dire que votre risque maximum, il est de 15 points. Vous ne pouvez pas perdre plus que 15 points. C'est ça l'avantage de l'option. Alors que si ici, vous aviez acheté un CFD, eh bien, ici, vous auriez dû vous dire, il faut que je mette un stop en dessous, et si j'ai une mèche en dessous, eh ben, je risque d'être stoppé. Là, même si vous avez une mèche en dessous, vous êtes toujours dans votre option. Certes, elle va se déprécier, mais vous êtes toujours dans votre pari de l'option. Et vous pouvez attendre. D'accord? Par contre, on voit bien que lorsque le marché s'est mis à se retourner à partir de 16 heures, qu'est-ce qui s'est passé sur votre option? Elle s'est dégradée. Et donc, à la clôture du marché, donc à 17h15, puisque c'est la dernière bougie 15 minutes que vous avez sur le marché, l'option a été valorisée à 107. Donc, ça veut dire que le marché a clôturé au-dessus de 270 points à 17h30. D'accord? En fait, il faudrait regarder, mais là, vous avez 100. Donc, ça veut dire que votre option 170, ça veut dire que votre marché a clôturé à 270. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Si, c'est ça. Attendez. 240, 16h30, 17h30, on était à 240. Alors, il y a peut-être une erreur sur le graphe, c'est possible. Normalement, votre option aurait dû être valorisée à 70. D'accord? C'est la clôture cash qui compte. Hein. Attention, hein, c'est sur les prix Eurex, c'est sur les vrais prix des sous-jacents. D'accord? Donc là, je pense que c'est une erreur de graphe. C'est pas grave. Mais en tout état de cause. Simplement, on n'est pas sur le, on est sur le contrat au contrat. Oui, on est. Pour rentrer dans le détail, il faudrait mettre le contrat futur, en fait. Voilà, exactement. Mais partez du principe que c'est la clôture cash de votre sous-jacent qui va compter pour la valorisation de votre option à la clôture à 17h30. Voilà, c'est ça le truc. Et juste pour revenir sur mon exemple, supposez que, par exemple, ici, vous décidiez de vous dire,
bah moi, je pense que le marché ne va pas monter au-dessus de 170. Ça peut être aussi votre plan. Moi, je pense que le marché ne cassera pas les plus hauts de la veille. Vous auriez très bien pu arriver à 170, vendre le marché. Alors, ce n'est pas le scénario, ce n'est pas la tendance que le marché montre. Mais imaginez que vous supposiez que là, sur 170, vous êtes sur une zone de résistance. Vous pouvez le supposer. D'accord? Eh bien, si vous vendez le marché à 170, même si le marché monte à 270, votre risque maximum de perte, il n'est que de 15 points. Vous ne pouvez pas perdre plus que 15 points. Et donc, en fait, si vous regardez le marché, au final, si vous aviez vendu 170 ici, que le marché est monté à 270, donc sur votre CFD, vous êtes perdant de 100 points. Mais sur votre call, vous êtes gagnant de 100 points. D'accord? Au final, si vous aviez mis un stop au-dessus des plus hauts, vous auriez été stoppé. Mais au final, vous vous apercevez que le marché est revenu sur votre prix de vente et vous auriez pu sortir directement votre vente à BE, c'est-à-dire à break-even, c'est-à-dire au niveau du prix où vous êtes rentré et ne pas perdre d'argent à travers un stop. Donc, on voit bien à travers ces deux stratégies, selon le plan de trading que vous mettez en place, qu'on soit bien d'accord, les options, ce n'est pas une martingale. Les options, c'est basé sur un plan de trading que vous mettez en place et c'est un outil qui va vous permettre de mettre en place votre plan de trading. On voit bien que soit on est vendeur autour de 170 et je suis protégé par mon option, soit je suis acheteur au-dessus de 170 et auquel cas, si j'anticipe que le marché fait une forte hausse, je bénéficie de la variation de mon option sans avoir à prendre un risque énorme sur le marché. Voilà, il est 19h01. J'ai essayé de faire assez vite, d'être concis. Je ne suis pas certain que vous ayez tout compris. C'est clair qu'en 1 heure, ça ne va pas être simple de tout vous expliquer, toutes les astuces, tous les détails. Donc, je vais essayer de garder peut-être un peu de temps, Thomas, pour les questions-réponses, de manière à ce que si les gens ont des questions-réponses, bah, qu'on essaye peut-être d'y répondre, non? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Je ne vais Alors, pas revenir sur d'autres exemples parce que sinon, je ne vais plus m'arrêter. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à utiliser l'outil pour poser des questions. Simplement, alors, quelques réponses assez rapides. La première question qu'on a eue, le put à 100, est-ce que c'est possible de nous donner plus d'infos là-dessus? On ne comprend pas en fait ce que ça veut dire. Donc, question très rapidement. Le live sera disponible en replay sur IG Academy, tout à fait. Il sera sur IG Academy à partir de demain. Et vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement. Donc voilà, si vous voulez vous remettre un coup là-dessus, bien sûr, vous aurez l'enregistrement. Je propose également, je vais répondre très rapidement à une question. Donc je vais vous la lire en prenant le temps pour que vous l'ayez bien. Donc la question est, si j'encaisse la prime de vente d'une option lorsque je clôture ma position, cela ne sert à rien de vendre des options, car sur un marché non CFD des options, je touche ma prime en ouverture de position, donc cela me permet d'augmenter mon capital. Alors en fait, c'est juste ce qu'on essaie d'expliquer, c'est une différence de timeline. C'est-à-dire que quand vous vendez une option, ce qu'on appelle vanille, une option normale, vous allez devoir à un moment donné la racheter. Alors si elle arrive qu'elle n'a plus aucune valeur, vous avez racheté une option qui ne vaut rien, ça n'aura pas de coût, il va falloir racheter cette option. Donc en fait, nous ce qu'on propose, c'est que au moment de la vente de l'option, quand vous vendez votre option, le paiement de la prime se fera au moment de la clôture. En fait, ça change pas grand-chose. Ça peut changer dans certains cas spécifiques de combinaison d'options. Ça peut changer des choses. Mais là, en fait, globalement, il faut simplement voir que au niveau du cash flow, on paye la prime une fois que l'option a été clôturée, ce qui change finalement pas grand-chose. Alors, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a, s'il y a des questions. Je vais juste rajouter un point de détail sur ce que tu viens de dire pour compléter ce que tu viens de dire. En fait, quand vous vendez une option, vous empruntez cette option au market maker. Vous voyez, par exemple, si là, à l'instant T, je décide de vendre le call 15 170, j'ai emprunté au market maker l'option à 50. Donc, il me la prête, d'accord? Et il me dit, attention, si jamais demain soir, on est au-dessus de 170, moi, je veux que tu me rendes mon option. Et donc, pour lui rendre l'option, il faudra que j'aille l'acheter sur le marché. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous empruntez cette option à la vente, que vous dites, voilà, j'emprunte l'option et je vais lui rendre. En fait, ce que vous faites, c'est que vous lui prenez cette option. Lorsque le marché clôture à 17h30 et qu'il est en dessous de 170, bah vous avez juste à aller sur le marché et acheter cette option à 0. Et ainsi, cette option que vous avez pris à 52,
bah, vous lui rendez à lui à 0. Et en fait, vous avez encaissé ces 52. C'est le même principe qu'une vente à découvert. Vous empruntez quelque chose et vous rendez la chose. Sauf que la chose que vous avez empruntée était à une valeur et vous l'avez rachetée à une valeur minorée que vous rendez exactement la même chose au market maker. Voilà. C'est le principe d'une vente d'option. Donc, quand vous encaissez la prime, vous empruntez cette option pour pouvoir la rendre ensuite, pour schématiser un petit peu le fonctionnement de la vente d'une option. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Vas-y Thomas, je te laisse continuer. Ok. Non, alors simplement, je regardais les questions. N'hésitez pas, hein, vraiment, si vous avez d'autres questions, si vous avez des points où c'est allé un peu vite, peut-être sur lesquels vous voulez revenir, il n'y a aucun souci. Nous, on a un petit peu de temps là par rapport au timing, donc n'hésitez pas. Vous voyez, par exemple, c'est pareil, hein, sur le Dow Jones, le temps que vous posiez vos questions, prenez le Dow Jones. Attendez, je n'ai pas le graphe. Voilà, il est là le graphe. Voilà. Je vous montre en salle live ce que j'ai fait, moi, personnellement. Donc, je vais vous dire. Donc, là, je regarde mon graphe en journalier sur le Dow Jones, par exemple. D'accord? Et je me suis dit, ici, en voyant le Dow Jones en journalier, attendez, je vais le mettre en grand, comme ça vous allez bien le voir. Voilà. Hop. Voilà. Pourquoi j'ai deux graphes? Bougez pas. Attendez. J'ai deux graphes. Il faut que je le mette en mode une seule fenêtre, je pense. C'est pour ça, un graphique. Voilà. Regardez. Je vous montre juste encore un exemple de ce que j'ai fait aujourd'hui, hein, pour vous montrer comment on peut travailler les options. On a une phase haussière, d'accord, sur le Dow Jones. Vous êtes d'accord avec moi? On voit que depuis cette zone des 32 300 sur le Dow Jones, le marché est monté fortement. Très bien. Moi, je travaille en intraday essentiellement, et donc je veux profiter des mouvements intraday. Très bien. Ici, le marché, il a ouvert sur ce niveau-là, 34 177. Moi, mon idée, c'était de me dire, si le marché casse les plus hauts de la veille, comme ici, il a cassé les plus hauts de la veille, mais qui me les réintègre derrière et qui vient chercher l'open cash, ça va m'intéresser d'acheter un put. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Moi, lorsque le marché, je me remets ici en 15 minutes pour qu'on le détaille beaucoup mieux. Là, quand le marché, par exemple, l'open cash était là. Hein. Donc, l'open cash, c'est 15h30 sur les marchés, d'accord? C'était ici. À 15h, 15h15, 15h30. Voilà. Là, j'ai mon open. Le marché passe au-dessus de mes plus hauts de la veille. Arrivé ici, quelque part par là, je me dis, mon open cash, il est à 32 200. Je me dis, si on passe sous l'open cash, je vais avoir une phase de baisse. C'était mon plan aujourd'hui. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux acheter comme option qui me coûterait pas cher? Je me suis intéressé à l'option 34 100. Et je me suis donc intéressé au put 34 100. Donc là, je vais mettre le graphe du put 34 100 et je vais vous le montrer. Regardez, je mets le put 34 100 à l'écran. Je vous le montre. Voilà. Regardez le put, ce qu'il a fait. Donc le put, je me place à ici, 15h30. L'option aux alentours de 15h30, 15h40, vous voyez, elle était autour des 25, 26, 27. J'ai acheté cette option. Donc, on est bien d'accord que put 34 100, ça s'apprécie si mon sous-jacent passe sous 34 100, voire se rapproche rapidement de 34 100. Qu'est-ce qui s'est passé là sur mon option? Je la paye une trentaine de points. Hein. Je l'ai payé une trentaine de points. On voit qu'ici, à partir de 16h, lorsqu'on arrivait un petit peu sur la fin des marchés européens, le marché Dow Jones a repris les plus hauts de la veille, donc les plus hauts de la veille qui étaient quelque part par là, et lorsqu'il a réintégré ces plus hauts de la veille, ça a accéléré à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon option que j'ai payée 30? Elle monte, jusqu'à culminer proche de 100. Donc j'ai pu, tout en ne pas vendant le marché, c'est-à-dire que je n'ai pas vendu de CFD, d'accord? Je n'ai pas eu besoin de mettre de stop. J'ai acheté mon option. Mon option, elle est valable jusqu'à 22 heures. J'ai pu profiter de la variation de mon option, faire quasiment x3 sur mon option, d'accord? En la payant 30, simplement avec un marché qui baisse.
Et si le marché m'avait donné tort et qu'il n'aurait pas baissé et qu'il continue de monter, eh bien, au pire des cas, j'aurais perdu mes 30 points. Si le marché avait latéralisé point haut et serait resté entre 200 et 250, ben, mon option, petit à petit, elle aurait descendu, descendu, descendu. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que là, à 16 heures, on est encore loin des 22 heures. Et pourtant, vous voyez que lorsque j'arrive à 34 150, d'accord, c'est-à-dire aux alentours de 17 heures, mon option, à 17 heures, ouais, elle est là. Elle est valorisée à 52. Et pourtant, je ne suis pas sous les 34 100. C'est normal. C'est la prime que le market maker, par rapport au fait que le sous-jacent diminue, augmente. C'est-à-dire que si quelqu'un veut rentrer maintenant à 150, ben son droit d'acheter le put, ben il ne va plus le payer 30 comme moi, il va le payer 52. Donc, il faut qu'il paye plus cher. Et plus je me rapprochais de la monnaie, regardez, ici 34 100, plus mon option, elle prenait de la valeur. Vous voyez bien que lorsqu'on est arrivé ici à 17h45, ben, mon option, elle a culminé à 67. C'est-à-dire qu'à la monnaie, on n'est pas 22 heures, mon option vaut 22. Imaginez que le marché arrivait à 34 100 jusqu'à 22 heures, il serait resté ici à 34 100. Ben, je vous le donne en 1000, mon option, elle aurait fait quoi? Elle serait diminuée, 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 jusqu'à zéro. Pourquoi? Ben parce qu'en dessous de 34 100, ça ne s'appréciait pas. Donc, moi, mon objectif, c'est soit le scénario se passe très rapidement et je peux encaisser de la prime sur mon option, soit le scénario me donne raison et il va passer sous les 34 100 et ma prime va énormément augmenter, soit le marché va latéraliser au-dessus de 34 100 et mon option, avec le temps qui passe, va se déprécier, déprécier et mes 30 points que j'aurai investis, eh ben, ils ont une chance de tomber à zéro et de perdre la totalité de mon option. Vous comprenez un petit peu le mécanisme? Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu plus. Si tu peux juste rappeler peut-être à l'audience sur à la monnaie, en dehors de la monnaie, dans la monnaie peut-être. Alors, à la monnaie, c'est quand votre option est arrivée sur le strike. Vous êtes à la monnaie. D'accord? Donc, si on a déterminé que le strike était 34 100, quand les prix du sous-jacent sont arrivés à 34 100, vous êtes à la monnaie. Quand vous êtes dans la monnaie, ça veut dire que votre sous-jacent est passé sous 34 100. Vous êtes dans la monnaie. Out of the money, ça veut dire que votre sous-jacent est au-dessus de 34 100. OK? Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Profitez-en, là, on approche de la fin. Sinon, je ne sais pas si tu veux un petit peu parler de ce que tu fais en dehors, Maurice. Je peux mettre, c'est gentil. Alors, écoutez, si vous êtes intéressé, j'ai lancé un Discord que Thomas pourra vous donner le lien, je pense. Je ne sais pas si on peut l'afficher dans le chat, si tu peux le mettre dans le chat, si tu peux le poster, parce que moi, je n'ai pas accès au chat. Donc, en fait, j'ai lancé un Discord. Ce Discord a essentiellement pour but pédagogique. Hein. On est bien d'accord. Mon objectif, ce n'est pas de copier mes trades, ce n'est pas de copier ce que je fais. C'est essentiellement pédagogique. Je suis là de 8h30 jusqu'à 22h. Alors, je vous rassure, il y a des pauses entre temps, hein, quand même, je fais des pauses. Essentiellement, je suis là souvent de 8h30 à 17h30. Je vous accompagne toute la journée. On suit les bougies toute la journée. Je vous montre le plan de trading en intraday. Et par rapport à ce plan de trading, eh ben, on va déterminer ce que je viens de vous montrer, par exemple, ce qu'on peut faire sur les options. Donc, je vais vous proposer des strikes intéressants. Je vais vous dire, bah voilà, si le plan de trading par rapport au DAX, c'est de viser cette zone, il serait intéressant d'acheter un call. Si c'est de viser plus bas, bah, je vais vous dire, ça serait intéressant de viser ça. Et à travers ces analyses que je vous montre sur le DAX, je vous présenterai, je vous montrerai, on est déjà un bon nombre de membres sur la communauté. Elle s'appelle Momo Market Live, cette communauté. Hashtag mon prénom Maurice, diminutif Momo. Donc, à travers cette communauté, je vous montrerai énormément de setup. Parce que là, en 1 heure, vous comprenez bien que c'est très difficile pour moi de vous les expliquer. Je vous montrerai énormément de setup, de possibilités d'utiliser des astuces de trading vraiment très, 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 très bénéfiques, vous verrez. La plupart des membres le savent, hein, vous verrez si vous venez sur la communauté. Et franchement, vous allez voir, c'est des astuces
énorme. Donc, si vous voulez en profiter, par rapport à IG, ce que je vous propose, c'est une offre de découverte, une offre de bienvenue de 48 heures. Vous me dites juste que vous venez de la part d'IG et je vous offre 48 heures gratuits d'accompagnement pour vous montrer ce que je fais. Ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûtera rien. Et au terme de ces 48 heures, vous verrez si l'accompagnement vous plaît ou pas pour continuer l'aventure. Voilà, voilà ce que je peux vous proposer éventuellement si vous êtes intéressé. Donc, je ne sais pas si Thomas vous a mis le lien. Donc, si vous avez le lien du Discord, ben, je vous invite à venir visiter notre Discord. C'est très simple, hein. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez un email, vous créez un mot de passe et vous êtes tout de suite sur le serveur de Momo Market Live. Voilà Thomas. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport on à a ça. juste une dernière petite question, dernière qu'on va prendre concernant les stops sur les options. Alors, en effet, non, il n'y a pas de possibilité de définir sur la plateforme un take profit et un stop loss quand vous mettez sur une option. C'est malheureusement une feature qu'il n'y a pas sur la plateforme. Alors, petite astuce quand même, si vous voulez créer un stop, vous ne pourrez pas. Une limite, il y a une petite astuce pour le faire, c'est très simple. Vous achetez un call, par exemple. Imaginez que vous avez acheté un call, ou par exemple, j'ai acheté mon put, voilà, pour reprendre l'exemple du Dow Jones. Imaginez que j'ai acheté mon put et que mon put joue la variation des prix sous 34 100. Eh bien, je mets un ordre contraire sous 34 100, un OC, donc un ordre conditionnel d'achat du marché sous 34 100, et ainsi je peux verrouiller le bénéfice sur mon option. Imaginez, mon option est là, 34 100, donc c'est mon strike. Imaginez que le marché là, comme ici, est tombé à 34 030. Imaginez que j'ai mis un ordre d'achat à 34 030. Donc, j'ai verrouillé 70 points sur mon option. 34 100 moins 34 030, ça fait 70. Moins la prime que j'ai payée 30 points de prime, mon gain résiduel sera de 40 points, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si le marché remonte, mon option va tomber à zéro si je repasse au-dessus de 34 100 après 22 heures, mais mon achat ici, qui aura été pris sur un OC, ben lui, il va s'apprécier. Et ainsi, j'ai verrouillé la totalité du gain sur mon option. Mais la condition, c'est quoi? C'est qu'évidemment, votre TP, votre OC a été touché. Donc en fait, quand vous mettez un OC, un ordre conditionnel inverse au sens de votre put, ben, il faut aussi qu'il soit touché. S'il n'est pas touché, imaginez qu'on s'arrête à 34 050 et que votre OC est à 34 030, et si le marché remonte, ben, vous n'aurez pas verrouillé vos gains. Voilà un exemple quand vous n'êtes pas devant l'option pour au moins verrouiller vos gains si vous n'avez pas le temps de rester devant l'écran. Pas d'autres questions? Thomas? Ok, non, alors je pense que voilà, on a fait, si vous avez la derniers instants, si vous avez une question, sinon je pense que on aura fait le tour. Merci à tous. Si tu peux juste peut-être réafficher, réafficher la dernière slide là. Merci à tous hein, pour votre temps. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à suivre Maurice également là-dessus, sur son Twitter ou sur son Discord. J'ai mis le lien dans le chat, donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, il faut savoir que nous, en termes de IG Bank, donc on est présent pour ceux qui sont en Suisse, à Genève comme à Zurich. N'hésitez pas si vous voulez passer nous rencontrer. On a des bureaux, on a des ordinateurs pour faire salle de trading. On a vraiment tout ce qu'il faut et on a vraiment avec grand plaisir si vous voulez nous rencontrer, nous poser des questions, on est là pour ça. Et en tout cas, voilà, on reste en tout cas disponible en ligne. Donc n'hésitez pas à nous passer un coup de fil en ligne, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et j'espère à très bientôt. Un mot de la fin, peut-être, Maurice, pour toi? Allez, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été présent pendant ce petit webinaire. J'espère que ça vous a permis de comprendre quelque chose. Pas sûr que vous ayez peut-être tout compris parce qu'on est pris par le temps et donc je dois aller assez vite dans mes explications. Mais encore une fois, si vous voulez approfondir et si vous voulez vraiment vous y intéresser, je vous invite à venir sur le Discord. Profitez de ces 48 heures. Ça ne vous engage à rien. Regardez comment on fonctionne, regardez comment on travaille, et je pense que ça peut être très enrichissant pour vous. Voilà. Et on pourra approfondir l'étude de ces options et voir comment on peut travailler. En tout cas, merci beaucoup pour tous et toutes de votre présence. C'est très gentil de votre part. À très vite, à très bientôt. Merci Thomas.